Bonjour tout le monde, c'est avec plaisir que je vous introduis le présentateur d'aujourd'hui, Julien Glaudroy. Diplômé en kinésiologie de l'Université de Sherbrooke, Julien détient aussi une maîtrise en sciences d'activité physique de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Sous la direction de M. Jean Lemoine et Claude Dugas, il complète présentement un doctorat en sciences biomédicales. Préparateur physique depuis 2013, il s'intéresse aux théories de l'apprentissage en contexte sportif et à l'intégration des technologies mobiles. Sa présentation s'intitule Technologie au service de l'apprentissage au hockey, résultat d'une étude pilote. Bon visionnement. Merci beaucoup, Vincent. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente les résultats d'un projet de recherche que nous avons terminé quelques semaines avant le début du confinement. Donc, on a été très chanceux. Dans ce projet-là, ce qu'on a voulu, c'est on a commencé avec une méthode traditionnelle d'entraînement qui est assez connue, qui est le modelage ou le feedback vidéo. En fait, cette méthode-là, comme vous voyez à l'écran, en quoi elle consiste, c'est un entraîneur qui, devant un groupe de joueurs, se sert d'images vidéo pour présenter des points clés ou des éléments techniques qui devront être travaillés sur la glace plus tard. Des méthodes comme celle-là, dans la littérature, on sait que ça a un effet positif sur la performance sur glace. Par contre, elles dépendent beaucoup des qualités d'enseignant de l'entraîneur. Cette méthode-là dépend beaucoup de sa capacité à, un, attirer l'attention des joueurs et deux, les questionner pour qu'eux-mêmes développent leur capacité à réfléchir puis à trouver les solutions aux problèmes vidéo. En enseignement, ce qui est recommandé de plus en plus, c'est qu'au lieu de laisser tout le travail de transmission de connaissances à l'enseignant, qui dans ce cas-ci est l'entraîneur, on devrait plutôt migrer vers une approche qui est centrée sur l'apprenant, sur le joueur. Okay? Ces approches-là, ce qu'elles permettent, c'est de donner plus d'autonomie aux jeunes qui doivent eux-mêmes construire leurs connaissances puis trouver des solutions aux problèmes posés par l'enseignant, encore une fois dans ce cas-ci, l'entraîneur. Ce que ça permet pour les jeunes, puis ça c'est des effets qui sont démontrés dans la littérature, c'est un engagement qui est plus grand chez les joueurs parce qu'ils développent eux-mêmes leurs connaissances. On a aussi une amélioration de la communication parce que souvent ces méthodes-là, ce qui est recommandé, c'est de placer les jeunes dans des groupes de 2 ou 3, 4 personnes pour qu'ensemble, ils puissent trouver des solutions aux problèmes. On augmente aussi leur sentiment de compétence puisque c'est eux qui construisent leur savoir. Puis, on augmente indirectement leur motivation. Tous ces éléments-là vont avoir un effet selon nous, sur la performance sur glace. Notre hypothèse, c'est que si on compare le modelage vidéo ou le feedback vidéo avec une approche qui est plus centrée sur le joueur, une approche par problème, il devrait avoir une plus grande amélioration de la performance chez les jeunes à qui on a laissé plus d'autonomie. Pour tester cette hypothèse-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un protocole où est-ce qu'on a mesuré la performance des joueurs avant l'intervention. Ensuite, on a formé deux groupes, un groupe de modelage vidéo, un groupe d'apprentissage par problème. On a fait 5 semaines d'intervention. Ensuite, ils ont eu 3 semaines où on n'avait plus d'utilisation du vidéo. Puis, enfin, on a remesuré leur performance à la fin. Pourquoi on a fait ça? C'est que pour s'assurer qu'il y ait apprentissage, ce qu'on veut voir, c'est pas juste ce qui se passe une fois que l'intervention est terminée, mais c'est surtout ce qui se passe à long terme, ce qui est retenu une fois que l'intervention elle est terminée, puis qu'on ne l'a pas réutilisé. Pour ce qui est des interventions dans l'approche de modelage vidéo, ce qu'on a fait, c'est que 15 minutes avant chaque pratique, 2 fois par semaine, l'entraîneur était avec les joueurs dans le vestiaire, puis se servait d'images vidéo de soit des joueurs professionnels, soit des jeunes des équipes du Québec, soit des jeunes de leur âge, qui exécutaient les techniques, les tactiques individuelles et collectives qui allaient être vues à l'entraînement. Pendant ce temps-là,
Le groupe qui était en approche par problème faisait ce que vous voyez à l'écran présentement. Donc, il était divisé en petits groupes de 2 à 3 personnes. Ils avaient chacun une tablette. Puis, au début du 15 minutes, le chercheur, qui dans ce cas-ci était moi ou un de mes collègues, leur donnait l'objectif de la pratique qui allait être sur la glace tout de suite après. Une fois que les jeunes connaissaient l'objectif, il y avait 10 minutes pour fouiller sur la tablette dans une application qui s'appelle Play 360. Puis ensuite, il y avait 5 minutes pour répondre à des questions ouvertes par le chercheur. Le chercheur, ce qu'il faisait, c'est qu'il leur demandait de ressortir les points clés ou les éléments importants pour les objectifs de la pratique qui allait suivre. Je reviens à Play 360. Play 360, en fait, c'est une application mobile qu'on peut télécharger sur son téléphone ou sur sa tablette qui donne accès à un paquet de vidéos sur des éléments techniques, tactiques. En fait, ce qu'on voit, c'est des experts de différents milieux, donc des entraîneurs de la Ligue nationale, des anciens joueurs, des coachs universitaires qui présentent les points techniques, puis quelques exercices pour travailler différents aspects de son jeu. Pour ce qui est de la performance, ce qu'on a fait, comme j'ai dit, on l'a mesuré avant, puis 3 semaines après la dernière intervention. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a filmé des matchs 4 contre 4. Les matchs se jouaient sur demi-glace, entre les lignes de ringuette, puis tout l'espace qui était derrière les buts était laissé libre. Si une rondelle allait derrière les buts, seulement l'équipe qui défend avait le droit d'aller dans l'espace et un joueur offensif. L'idée du joueur offensif, c'était simplement d'accélérer le jeu pour s'assurer que les défenseurs ne traînent pas derrière le filet. Pour analyser la performance, on a utilisé une grille d'observation qui a été développée par M. Luc Nadeau de l'Université Laval. En fait, cette grille-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle analyse tous les moments où est-ce qu'un joueur récupère la rondelle, puis de quelle façon il la récupère. Puis ensuite, tous les moments où le joueur se débarrasse de la rondelle ou donne la rondelle, puis de quelle façon il la donne. Est-ce qu'il marque un but, est-ce qu'il fait une passe vers l'avant, ou une passe de routine, etc. À partir de ces observations-là, on a pu calculer le volume de jeu pour chaque joueur. On a pu calculer un indice d'efficacité et un score de performance. Quand on analyse ces résultats-là avant et 3 semaines après la dernière intervention, on n'observe pas de différence entre le groupe d'apprentissage par problème et le groupe de modelage vidéo. À partir de là, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on avait un groupe qui, même s'ils évoluaient tous pour la même équipe, avait des différences au niveau de leur maturité physique, physiologique et psychologique. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a séparé les 8 plus vieux des 8 plus jeunes, puis on a refait nos tests statistiques. À ce moment-là, on a découvert qu'il y avait une interaction entre l'âge des participants, le type d'intervention, puis le changement de la performance. Dans le cas des plus vieux, ce qu'on a observé, c'est que ceux qui étaient dans l'approche par problème avaient amélioré leur performance, alors que ceux qui étaient dans le modelage vidéo avaient vu une diminution de leur performance. Avec les plus jeunes, on observe l'inverse. Les plus jeunes qui ont fait de l'approche par problème ont vu leur performance diminuer, tandis que les plus vieux ont vu les plus jeunes, mais qui étaient dans le groupe de modelage vidéo, ont vu leur performance s'améliorer. Okay? Donc ça, c'est des résultats qui sont très intéressants. Ce que ça nous dit, c'est qu'il n'y a pas juste une approche qui est meilleure que l'autre, mais que cette approche-là devrait considérer les besoins, le niveau de maturité, le niveau de développement des différents joueurs. Il reste encore beaucoup de travaux pour confirmer les observations qu'on a eues durant notre projet parce qu'on avait relativement un petit groupe de participants.
Mais dans la pratique, il y a quand même plusieurs recommandations qui peuvent en sortir. Première chose, le vidéo, peu importe la façon dont c'est utilisé, va, dans presque tous les cas, permettre une amélioration de la performance quand même. Okay? Puis ça, il y a un paquet de travaux qui ont été réalisés qui le confirment. Dans notre cas, on n'a pas observé de changement. On avait une période d'intervention qui était relativement courte. Puis aussi, c'est qu'on a travaillé sur beaucoup d'aspects techniques, tactiques différents qui étaient autant défensifs qu'offensifs. Mais quand on analysait la performance avec notre grille, on observait surtout les comportements offensifs des joueurs. Donc, ça se peut qu'il y ait eu des changements au niveau défensif qu'on n'a pas pu observer sur la glace. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, au-delà du fait d'utiliser vidéo, c'est que l'entraîneur devrait en fait individualiser son utilisation du vidéo selon le niveau de développement des joueurs. Puis là, dans la pratique, ça peut paraître compliqué, mais ce n'est pas tant que ça. Avec les tablettes aujourd'hui, puis les applications comme Play 360 ou comme celles qui sont développées par Hockey Canada puis par Hockey Québec, ça peut devenir très facile de placer un groupe de plus vieux dans un côté de la chambre qui sont autonomes puis qui observent les vidéos en lien avec l'objectif de la pratique. Puis de l'autre côté, travailler avec les plus jeunes ou avec ceux qui en ont besoin dans une version plus traditionnelle où est-ce que l'entraîneur guide la discussion avec les jeunes, puis pose des questions, anime les observations des jeunes. Okay? Donc, avec les améliorations qu'on a technologiques aujourd'hui, ça peut devenir assez facile à implanter dans une routine au quotidien. L'autre chose, c'est que ça a pris 15 minutes avant chaque entraînement. Donc, même si c'est pas tout le monde qui a beaucoup de temps à l'aréna, on peut quand même profiter de cette période-là où les joueurs sont habillés ou sont généralement dans le vestiaire, puis commencer à maximiser l'apprentissage des joueurs. Au final, on pense qu'il faut quand même encourager l'autonomie des joueurs parce que tous les travaux en éducation physique ou en éducation qui sont faits puis qui proposent de centrer les méthodes d'apprentissage sur les apprenants démontrent des effets positifs sur la motivation, sur le sentiment de compétence, sur un paquet d'aspects psychosociaux que nous, dans notre étude, on n'a pas étudié. Donc, on continue d'encourager les entraîneurs à migrer vers des méthodes d'apprentissage qui sont plus centrées sur le joueur. Puis, en terminant, demandez aux jeunes d'apporter les tablettes. Ça ne vous demande pas d'investir dans des tablettes pour l'équipe. Presque tout le monde aujourd'hui a une tablette à la maison. C'est relativement facile de l'amener puis d'installer les applications nécessaires dessus. Je vous remercie et j'aimerais prendre le temps de remercier Play 360 et Ulysse Academy pour leur participation à ce projet. Puis j'aimerais aussi remercier mes directeurs Claude Dugas et Jean Lemoine pour les conseils, pour votre accompagnement durant tout ce projet-là et durant la rédaction de l'article qui est en cours en ce moment. Bonne journée à tous.